Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 29 septembre 2021. Donc aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. Petit rebond court terme après qu'on soit venu chercher les 40 700 $. Donc on revient dans la zone un peu fragile où les gens commencent à vendre à perte ici. Je vous montrerai les datas juste après sur Glassnode. On parlera également d'order flow. Je ferai un petit peu d'order flow sur Bitcoin et Ethereum aujourd'hui. Donc juste ici, si je me trompe pas, c'est là et là. Et on parlera de EGLD aujourd'hui, donc est-ce qu'on est sur une fin de mouvement, est-ce que le mouvement est fini, est-ce qu'il y a du plus de potentiel, etc. Ou est-ce qu'on devrait racheter en tant qu'investisseur, etc. etc. Alors le Bitcoin pour l'instant, ça je peux supprimer, on en reparlera après. Donc le Bitcoin qui revient en zone de rechargement, on en a parlé, c'est une zone très importante pour maintenir cette zone de prix, c'est 39 600 $, qui est le bottom actuellement. Est-ce qu'on a une structure de bottom pour le moment? Non. Ce qui pourrait nous déclencher une structure de bottom, ce serait une cassure ici des 45 200, je vais y arriver. Si on vient casser les 45 200, on aurait donc une structure bullish en W ici, qui pourrait donc réinverser la dynamique. On passerait d'une dynamique baissière à une dynamique haussière, et donc ça, ce serait annonciateur d'un marché qui a du potentiel. Si on vient casser les 45 200, il faut absolument que ça se fasse en semaine et pas en week-end. Vraiment, j'y tiens. Parce que si ça se fait en week-end, ça pourrait juste être une chasse au stop, réintégration et on casse vers le bas. Le Bitcoin aime beaucoup faire ça, donc absolument en semaine. Donc si on vient casser ici, c'est super positif. On voit également que le momentum pourrait déclencher une divergence haussière. Cette divergence haussière se dessine. Le momentum aura été récupéré par les acheteurs, sera récupéré par les acheteurs et on avalera ces divergences baissières. Donc il y aura tout à ce moment-là pour tenter de breakout vers le nord. Ok, et donc tout simplement reprendre une dynamique haussière et tenter de revoir un Bitcoin grappiller les 48 700 et tenter d'aller plus haut, bien évidemment. Si on fait ça, ce sera positif. Maintenant, pour l'instant, ce n'est qu'un simple range. Ici, on est bloqué entre ces deux bornes, et pour l'instant, il n'y a aucune résolution. Vu les informations qu'on a sur les dérivés, etc., on pourrait donc avoir une résolution baissière et entrer donc dans une potentielle accélération baissière. On verra ça au niveau de l'order flow ensuite. Donc pas plus à dire ici en daily. Sur du court terme, petite divergence haussière ici qui a causé donc un rebond du Bitcoin, ce qui est très positif, très positif. Le rebond du Bitcoin s'est dessiné, donc une divergence haussière, ça ne veut pas dire que le prix va obligatoirement monter, ça a plus de proba de monter sur du court terme, mais c'est surtout une consolidation, pour ensuite soit poser un bottom, ou soit poursuite haussière et simple dead cat bounce. Donc on verra si le momentum est de nouveau bearish. Pour l'instant, 1 heure, il est toujours bullish ce momentum, tant qu'on ne voit pas de nouveau M. Tant qu'on ne vient pas avaler le creux ici. Donc ce qui peut faire que Bitcoin est simplement en train de poursuivre et de monter tranquillement, à part si ce momentum est bearish. Donc cette divergence haussière a fait son taf. Pour l'instant, on voit qu'elle a fait son effet. Là, on voit qu'on a 1, 2, 3, on n'arrive plus à faire de nouveaux sommets. Mais c'est pas pour autant que le marché va se retourner. On peut simplement consolider un peu pour continuer de monter un petit peu. Ici, en 4 heures, le momentum est clairement baissier. Dans le sens où tous ces M se sont formés, donc pour l'instant momentum baissier en 4 heures, le momentum n'est plus haussier en 4 heures, donc c'est ce qui pourrait permettre justement de déclencher le breakout baissier derrière si besoin. Je regarde le momentum en 12 heures, peut-être qu'il est bullish ou bearish, à voir. Ça pourrait être intéressant. Alors, le momentum est plutôt bullish. Franchement, c'est assez fou, mais le momentum est plutôt bullish ici. Dans le sens où on a réussi à dessiner un petit W ici. En revanche, si on vient casser sous ce niveau ici, là je vais tout retirer, si on vient casser sous ce seuil, on redevient bearish. Et là pareil, ce sera aussi les portes ouvertes à une cassure du support des 39 600, et il y a une volatilité qui s'accélère et un marché qui va plus bas. Voilà. Donc grosso modo, le bilan, c'est que c'est du range. Est-ce qu'on a des raisons de penser que le range va se résoudre maintenant? Techniquement, pour l'instant, non. J'en ai parlé aux élèves tout à l'heure, mais un indicateur très simple, c'est les bandes de Bollinger, qui peuvent vous montrer quand est-ce que la volatilité est assez faible et qu'on est mature pour avoir un retour de volatilité. C'est quand les bandes de Bollinger commencent à se contracter massivement, comme ceci en gros. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc aucune raison de penser qu'on va avoir un retour de volatilité de façon imminente. Ça, par exemple, c'est un peu le cas. Où les bandes de Bollinger commencent à se contracter, expansion vers le bas, mouvement baissier. Pour l'instant, vous voyez, c'est pas encore le cas ici. Donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait encore s'emmerder et avoir une volatilité assez faible encore quelques jours, quoi. Quelques jours avant d'avoir résolution. Pareil sur les contrats options, on a des intérêts en gros à clôturer ici, je vous montre. En gros jusqu'au 1er octobre, on a un max win price à 45 000 et surtout le niveau d'intérêt qui ferait un peu chier tout le monde, ce serait de clôturer entre 43 et 45 000. Ce qui ferait un peu chier la majorité, donc qui indiquerait qu'on resterait dans le range jusqu'au 1er octobre. Peut-être une résolution ensuite. Alors, du coup, Bitcoin, j'ai rien d'autre à dire de plus.
honnêtement. À part que dès qu'on vient ici, ça ouvre la porte à un panic sell. Pourquoi là, dans cette zone, on l'a noté, enfin on l'avait noté ici. J'ai retiré la notation, mais en gros, dès qu'on vient ici, les gens vendent à perte. Ça, on le voit ici. Hop, je vais zoomer du coup. Tac. Vous voyez ici, là, je vais zoomer encore plus. Mais là, dès qu'on passe dans le rouge, c'est-à-dire que les gens commencent à vendre à perte. Et vous voyez, c'est en gros cette zone ici des 39-40 000 $. Plutôt 40-41 000. Donc, on a un marché où la majorité est quasiment all-in dans le marché. J'avais fait un sondage, rappelez-vous, il y a même d'autres sondages hein, qui démontrent que quasiment la majorité est all-in en crypto, enfin en bitcoin et en altcoin. Donc si on commence à basculer là-dessous, ça pourrait ouvrir les portes à un panic sell, parce que les gens vont se mettre à vendre à perte en fait. Et donc effet boule de neige, panic sell et donc accélération baissière. Si c'est maintenu ici, tant mieux, ça voudrait dire qu'on n'a pas envie, enfin que les gens ne vont pas panic sell et donc le marché pourrait se retourner. Mais si on commence à s'installer dessous là, ça va commencer à déclencher un gros panic sell sur le spot. Sachant que les order books sont pas très liquides sur le spot. Enfin quand on vient ici par exemple, je vous montre ici, balance, non. Exchange potentiellement, voilà, balance %. Je vais dézoomer ici. Hop, on voit que le marché spot il est pas très volatile, enfin très liquide. On voit qu'il y a très peu de bitcoin sur les exchanges. Il y en avait beaucoup plus ici en mars 2020 par exemple que maintenant. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de bitcoin sur exchange. Si les gens se mettent à paniquer, qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs en face, ça peut vite baisser. Tout comme si jamais il y a un short squeeze qui se déclenche et qu'il y a beaucoup de FOMO qui se déclenche, bah, il n'y aura pas beaucoup de bitcoin à vendre et à ce moment-là, bah, les prix pourraient monter. Mais si jamais c'est le scénario catastrophe qui se déclenche, dont je parle depuis plusieurs jours, et qu'on commence à s'installer sous cette zone, bah, je le répète, les gens vont vendre à perte. Et vu que les order books sont très peu liquides, qu'il y a très peu de liquidités disponibles sur le spot, bah, il y aura très peu d'acheteurs en face, vu que les gens sont quasiment all-in, donc ce ne sont que des victimes à faire vendre, quoi. À faire paniquer, bah, s'il y a peu d'acheteurs en face, on peut vite déclencher un panic sell. En plus de ça, à cause des dérivés, des cascades de liquidation en chaîne, donc un scénario catastrophe où on a une accélération baissière. Et au final, bah, ce triangle qu'on est en train de former donnerait une résolution baissière. Donc d'ailleurs, mouvement de continuation ici, pour target et tout ça, ça nous ramènerait donc au minimum jusqu'aux 35 800 $. On pourrait même aller plus bas si besoin de faire souffrir plus bas. Voilà, donc vraiment faites attention. Faut vraiment pas qu'on commence à s'installer en dessous de ça. Est-ce qu'on peut poser un bottom ici? Oui, clairement. Si jamais le momentum ici redevient bullish, qu'on n'arrive pas à aller plus bas et qu'on regrimpille les résistances, il y aura possibilité de poser un bottom. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans la charte ça. C'est pas encore... il n'y a pas encore ça en fait. Dans la charte du Bitcoin, c'est pas encore bullish, loin de là pour l'instant. Ça pourrait le devenir dans les prochains jours, mais il y a un effort à faire. Hein. Les bulls doivent tenir encore. S'ils ne tiennent pas, bon bah ça peut vite dégénérer. Voilà, j'ai fini pour le Bitcoin, il n'y a rien d'autre à dire de plus honnêtement. Juste rapidement en termes d'order flow, les gens continuent d'acheter ce marché avec du leverage. C'est pas bon signe. Ça veut dire qu'actuellement, hier, je sais pas si vous avez fait attention, mais je vais passer ici, du coup ici, ça se verra peut-être mieux en 15 minutes. Ouais, je pense qu'en 15 minutes ça se verra mieux. Mais là, vous voyez ici le ratio long qui se remet à augmenter. Donc ce qui veut dire qu'il y a, il y a plus de comptes en long, il y a plus en plus de longs qui s'ouvrent probablement, mais surtout l'open interest ici qui explose. C'est pas bon signe, c'est avec des prix qui baissent, avec un funding qui réaugmente. C'est-à-dire qu'ici la majorité sont venus acheter là. Donc on est venu justement chasser ces longs, on est venu liquider pas mal de longs ici. Vous voyez ici l'open interest a bien diminué. Donc ces longs on les a sortis. Et donc ensuite ici il y a eu un petit peu de short, donc c'est pour ça qu'on a ce rebond. Mais là, de ce qu'on voit ici pour l'instant, on revoit qu'on a le funding qui revient un petit peu dans le positif et un open interest qui monte un petit peu, donc il y a un petit peu d'acheteurs qui sont rentrés par là. Donc pourquoi pas faire un truc comme ça pour continuer de monter. Pourquoi je pense qu'on peut continuer de monter un petit peu ici, c'est au niveau des liquidations. On a des liquidations qui sont proches de nous et on n'est pas venu les chercher au niveau des 42 500, 42 900, 43 800 même ici, tac, j'ai ça ici. Il y a vraiment, on est tout proche de pic de liquidation, proche des 43 000 $. Ce serait bizarre de pas venir les chercher, de liquider un peu de short. Donc c'est ce qui m'amène à penser qu'on pourrait continuer de monter un petit peu pour liquider ces shorters, quoi. Probablement. Par contre, la chose qui est très dangereux, c'est que sur Ethereum, les gens continuent d'essayer d'acheter le dip. Vous voyez ici le funding qui explose, avec l'open interest qui explose. Les gens lâchent pas l'affaire en fait sur Ethereum, les gens continuent d'acheter avec du levier. Donc ce qui fait que bah, des liquidations continuent de se créer plus bas, et on se retrouve donc avec des gros pics de liquidation. Non, ça c'était en juillet. Hop, on se retrouve avec des gros pics de liquidation dans les 2600, 2400, 2200, etc., 2100 $.
ça peut motiver justement les market makers à venir chercher ces liquidations. Parce que les gens continuent d'acheter avec du levier sur Ethereum massivement. Ils sont venus shorter ici, donc le marché a fait quoi? Ici, on a fait un petit rebond pour sortir quelques vendeurs, mais là on voit que le funding se remet à redevenir positif directement. Et que l'open interest monte, donc les gens continuent de racheter avec du levier ici. C'est ce qui peut malheureusement déclencher des mouvements baissiers ensuite si les gens continuent d'acheter avec du levier malheureusement. Donc ça c'est à suivre. Si vous voyez au cours des prochaines heures le prix qui baisse, le funding qui monte et les gens qui avec un intérêt qui monte, ça montrera que les gens continuent d'acheter avec du levier et que malheureusement faudra sévir et les liquider, leur apprendre qu'un marché ça s'achète pas avec du levier. Voilà. Parce que les liquidations continueront de s'accumuler au sud. C'est ce que j'explique depuis du coup plusieurs jours, c'est pas de la manipulation de marché ou autre. Le marché va toujours à l'encontre de ce que fait la majorité pour chasser un maximum de liquidité et de liquidation. Tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Si demain la majorité achète avec du levier en longue, Binance prête de l'argent à ses clients pour qu'ils l'achètent avec du levier en longue. Parce qu'ils sont en train de parier à la hausse, donc Binance il a tout intérêt que le marché aille au sud. Binance il veut pas faire gagner ses clients de une, et Binance ce qui l'intéresse c'est de récupérer des frais. Et Binance, ce qui l'intéresse, c'est que vous faites margin call, que vous perdiez tout votre argent. C'est ça qui intéresse Binance, pas de vous faire gagner de l'argent. Et quand je dis Binance, c'est pareil pour FTX, pareil pour Bybit, pareil pour Kraken, c'est pareil pour tous ceux qui proposent du leverage. Leur but, c'est de faire perdre leurs clients, des rebits, etc., etc. C'est pas de voir leurs clients gagner, tout simplement. Donc si la majorité des clients sont longues et sont là à acheter le dip avec du levier, avec de l'argent que Binance vous prête, Binance, il a tout intérêt à ce que vous fassiez faillite, tout simplement. FTX, etc. pareil. Donc si la majorité vient acheter le marché avec du levier, ils ont tout intérêt à ce que la majorité fasse faillite et que la majorité devienne pas riche. Et eux, bien évidemment, ça leur permet aussi, parce qu'ils trade contre nous, Binance trade contre ses clients, c'est une chose certaine, FTX de même. Si ici, ils savent que la majorité de leurs clients sont longues et qu'il y a un paquet de pognon à récupérer là-bas et que ça leur permettra de racheter moins cher, ils vont le faire sans problème. Eux, ils vont shorter, et déjà ils vont se gaver sur la descente, ils vont clôturer leur short, ils vont se faire un paquet de pognon et ensuite ils vont racheter le sang. Donc pour eux, c'est doublement bénéf. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est pour ça que le marché se déplace toujours contre la majorité. Et si la majorité achète, malheureusement, avec du levier, le marché va descendre, tout simplement, pour nettoyer ces acheteurs avec du levier qui empruntent de l'argent et plus que généralement ce qu'ils peuvent. Voilà. Et donc Ethereum, c'est plus Ethereum qui est inquiétant dans le sens où Ethereum, les gens lâchent pas l'affaire en fait. Les gens lâchent pas l'affaire et si on passe en daily par exemple, j'avais pas fait attention, mais le funding, il a vraiment accéléré ici. Et là, il y a vraiment trop de gens qui sont rentrés à l'achat. Ici, là. L'open interest a fortement augmenté, fortement du funding, beaucoup de gens sont rentrés à l'achat. Boum, on les a défoncés immédiatement ici. Et derrière, les gens continuent en fait. Les gens n'ont pas retenu la leçon. On le voit encore une fois ici quand je passe en 1 heure, mais le funding qui monte, l'intérêt qui monte malgré des prix qui baissent, ça montre des gens qui continuent d'acheter avec du levier. Sachant qu'on a 65% de comptes en long et 35% de short, enfin de comptes en short, ce qui veut dire que la majorité des clients est longue. Et aussi une remarque que je faisais aux élèves tout à l'heure, c'est que sur des toutes petites variations de prix, il y a beaucoup de longs qui se font liquider. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais vous voyez ici, là par exemple, des petites bougies rouges ici, ça permet de liquider beaucoup de longues. En revanche, quand il y a des bougies vertes, il n'y a quasiment aucun short qui se font liquider. Vous voyez ici, légèrement, 300 000, 350 000, 400 000. Mais là, c'est direct en millions de dollars côté long. Donc ce qui montre aussi que probablement le train est beaucoup plus chargé d'acheteurs que de vendeurs. Si c'était beaucoup plus chargé de vendeurs, le train, on aurait plus de liquidation short sur les rebonds. Mais là, on a plus de liquidation longue. Et également, je vous montre deux amplitudes de prix similaires, où ici, on a donc une amplitude de prix, grosso modo, non, c'était pas ici encore. C'était peut-être ici. Où est-ce qu'on a une grosse liquidation short qui est venue, qui est intervenue, je sais où. C'est ici, oui. Où ici, grosso modo, voilà, on a 3 bougies d'accélération haussière. Donc, grosso modo, le marché fait un mouvement haussier de 5,5%. On a liquidation short 2,1 millions et 1,1 million, ce qui fait grosso modo 3,3 millions de short liquidés sur une amplitude de 5%. En revanche, quand on a une amplitude, ah oui, c'était en 1 heure, j'étais en 1 heure pour vous montrer ça. Donc ici, vous voyez, amplitude de 5%, on liquide environ 2,8 millions de shorts, ok? Amplitude de 5% ici. Amplitude ici, pareil, de 5% à la baisse, comme ceci, même moins, oui, 4,91%. Regardez la différence en liquidation longue. Ici, on se mange une liquidation longue de 16 millions. C'est-à-dire que ici, le marché a liquidé 8 fois plus, alors on va dire 6 fois plus de longues ici que de short ici pour une amplitude similaire. Donc le train il est plus chargé d'acheteurs ou de vendeurs?
d'acheteurs. Si on liquide plus d'acheteurs quand on descend, c'est que le train est chargé de plus d'acheteurs. Donc imaginez la liquidité qui attend plus bas. Donc c'est pour ça qu'il y a des raisons de penser que le Bitcoin devrait casser les 40 000 pour aller plus bas, pour permettre de liquider justement ces acheteurs, sachant que les gens continuent de venir foutre du levier et d'essayer d'acheter le dip du Bitcoin avec du levier. Voilà, je suis revenu dessus aujourd'hui, mais là sur du court terme, mais en comparant Bitcoin et Ether. Je vous fais rapidement aussi la lecture analytique d'Ethereum. Donc Ethereum, pareil, comme Bitcoin, divergence qui se dessine, donc petit rebond en zone de rechargement qui se crée. Pour l'instant, momentum toujours haussier, donc on pourrait continuer de monter un petit peu, hein, sans problème. Aujourd'hui, à noter également, on peut aussi noter un petit premier arrêt, comme ceci. Hop. Donc ici, soit le rebond se termine ici, soit zone de rechargement de short entre 3076 et 3017 $. Au niveau des liquidations sur Ethereum, je les ai donc ici. Court terme, il n'y a pas grand chose avant les 3000, 3050. C'est plutôt les longues à liquider dans les 2006, 2750. Donc on voit que Bitcoin, lui, il y a des raisons de penser qu'on peut monter un petit peu. Hein. Donc là, quoi en gros, la journée, on pourrait faire ça, quoi. On sort un petit peu les acheteurs court terme ici, on rebondit, on s'attaque aux vendeurs jusqu'au 42 009. Et derrière, grosso modo, on rebaisse pour s'attaquer à tous les acheteurs de là-bas. C'est un peu ça le scénario. Si on s'arrête ici, ça voudrait dire qu'on est juste venu chercher les shorters d'ici, donc les premières liquidations qu'on a trouvées, boum, on retourne au sud. Également à noter, donc Ethereum, j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement. Hein, pour l'instant, je vois aucun signe de bottom marqué ici court terme. En 4 heures, le momentum, il est comment? Il est comme Bitcoin, je pense. Bah, le momentum est baissier aussi en 4 heures, donc aucune raison de penser qu'on est sorti de ce mouvement correctif pour le moment. Franchement, j'ai aucune raison de penser que le bottom est ici. Et les gens continuent d'acheter avec du levier, donc malheureusement, ce qui devrait arriver, c'est un breakout au sud et une accélération baissière. Sauf, franchement, à part un miracle, je vois pas ce qui pourrait faire, des attaques que j'ai sous les yeux, à part un miracle, je vois pas ce qui pourrait faire une grosse accélération comme ça sur le marché crypto. Franchement, je vois pas pourquoi on pourrait avoir ça. Après, je peux me tromper, j'espère me tromper, mais je suis objectif, je peux pas vous dire que ça va pumper en fait. Des attaques que j'ai sous les yeux, la technique est bearish et les gens continuent de foutre du levier sur les contrats dérivés et essayer d'acheter tous les dips. Donc à part un miracle, je vois pas ce qui pourrait sauver le marché à l'heure actuelle. Également, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, en plus de ça, on a le marché américain qui a décroché hier. Ça, je vais le voir ici. Voilà. Donc on a le dollar index qui est en train de faire son breakout, qui continue de pumper et de pumper. Donc ça, c'est pas positif pour le Bitcoin et pour le marché américain. D'ailleurs, il a très mal réagi hier, le marché américain. Je sais pas si vous avez vu, mais bon. Ça, c'est la journée d'hier, hein, mais elle a été fortement baissière. Donc là, on a un rebond sur le marché américain. Tant mieux, à voir si aujourd'hui ça va tenir. Si voilà, aujourd'hui Wall Street est bullish sur le Bitcoin, ça pourrait permettre au Bitcoin de continuer de grappiller un petit peu, peut-être retourner vers les 43 000 $, même un petit peu plus. Mais si jamais on se remange une claque sur le marché américain aujourd'hui et qu'on a accélération baissière, c'est sûr que le Bitcoin y suivra. Parce qu'on a un taux de corrélation qui est très très élevé. Je vous le montre ici. Là, on a une corrélation qui est très très élevée, hein, entre 60% et 100% de corrélation. Donc le Bitcoin qui suit beaucoup le marché américain. Si le marché américain déclenche un breakout baissier, fortement assuré que le Bitcoin fera de même. Donc voilà, vous voyez comment c'est corrélé ici, bougie verte aujourd'hui sur le marché américain, pareil sur le Bitcoin. On a exactement la même action de prix, la même zone de combat, donc franchement ça se ressemble énormément. Donc on attendra à la résolution. Mais le dollar index qui fait son breakout, on voit que Coinbase, le momentum est baissier, Riot pareil, Mara pareil, on a les taux qui se remettent à monter comme ça. C'est pas un environnement bullish actuellement pour le marché, pour les assets à risque, hein, dont le Bitcoin fait partie. Donc des gens qui continuent de long sur les dérivés, et en plus de ça, comment dirais-je, et en plus de ça, du coup, une macroéconomie qui est plutôt en faveur d'un retracement du marché américain, d'une poursuite de la hausse du dollar index, et donc ce qui pourrait favoriser un Bitcoin, un Ether et un marché crypto qui plonge, tout simplement. Je suis objectif, j'essaie d'être objectif, je suis pas là pour vous démoraliser ou autre, j'essaie juste d'être objectif un maximum, et malheureusement, les informations que nous avons sous les yeux sont plutôt amenées à penser qu'une poursuite de rebond est possible, mais que ça se soldera tôt ou tard par une cassure de ce support ici pour faire couler un peu de sang. Voilà, c'est ce que j'ai sous les yeux. Si c'est amené à changer, je vous le dirai. D'un brief à l'autre, ça peut changer en fonction des datas qu'on a sous les yeux. Donc pour finir, je vous parle de EGLD rapidement. Donc EGLD, est-ce qu'il a fini son mouvement aussi? C'est simple. Déjà, on prend un fibre, on regarde où est le premier arrêt. Pour l'instant, il est maintenu. On voit qu'on est en train de le maintenir. C'est comme Solana. Donc, ils ont la même configuration. Tout ce que je dis pour EGLD, c'est valide pour Solana, techniquement. Alors, EGLD, il est en train de tenir son premier arrêt. Donc, lui, il a fait sa zone de combat ici. Hop, si on vient casser ici, c'est bear, on perdra définitivement le premier arrêt.
et ça ouvrira les portes en plongeant jusqu'au minimum entre les 120 $ et les 70 $. Alors, ici, bear et bull, c'est simple. Si on casse ici, c'est extrêmement bullish, et on pourrait même partir sur des mouvements de continuation haussiers. Ok. Si jamais le Bitcoin ne déclenche pas un mouvement catastrophe, sans problème EGLD peut revenir tatiller les 400 $. Prochain objectif, ce sera proche des 400 $, entre 400 et 420 $. Les objectifs qu'on a. Également, autre objectif court terme, en cas de nouveau sommet, ce serait donc entre les 380 et pareil, 435 $, donc un EGLD à 400 $. Si le Bitcoin ne déclenche pas un mouvement catastrophe, EGLD, sa fenêtre, c'est les 400 $. Maintenant, si on casse les 171 $, le premier recède, et à ce moment-là, EGLD, c'est direction entre 70 $ et 120 $. Ici, les investisseurs long terme, je vous parle. C'est ici les investisseurs long terme. Donc, reload zone pour les investisseurs long terme. C'est ici que vous devez agir. Donc, c'est ici que vous devez construire vos achats long terme, bien évidemment. Hein, la meilleure opportunité devrait se trouver ici. Un peu comme EGLD, quand il a corrigé, hop, qu'on est venu chercher du coup la zone de rechargement long terme pour les investisseurs long terme. Je vous remontre ça, on en parlait également, mais là vous voyez ici, zone de rechargement long terme précédente, les investisseurs se positionnent et les investisseurs rechargent. Et on a un nouveau rallye. Là c'est pareil. Si jamais le top il est ici, ce qui vous intéressera c'est cette zone. Est-ce que ici ça vous intéresse pour un investisseur long terme? En tout cas pour ma part, non. Si je veux recharger en EGLD, je le fais ici tout simplement. Pour ceux qui sont plus pointilleux comme moi et plus patients, à ce moment-là je vais attendre une structure qui se déclenche là-dedans. Quelque chose comme ça. Comme on a eu ici au final, hein. Tac tac tac, le W ici, signal donné ici. Lorsqu'on est revenu péter les 103 $, et donc ensuite on est monté jusqu'à 300 $. Un petit x3, ça se prend avec plaisir. Et donc ici, j'attendrai exactement la même chose. On voit, si jamais, qu'on a un creux dans la value ici, donc on a eu peu de business. Donc en gros, c'est la fenêtre d'investissement. Donc tout ce qui est entre 120 et, admettons, si c'est une catastrophe, 40 $, tout ce qui est entre 120 et 40 $, c'est intéressant pour du long terme. Donc un investisseur long terme, ce qu'il a à faire, c'est simplement poser des ordres d'achat entre 120 et 40 pour se créer une moyenne d'achat, on va dire entre 60 et 80 $. Pour du long terme, c'est un très très bon prix si vous croyez au EGLD sur le long terme. Ok. Donc la réponse du est-ce que le top est présent pour l'instant? Techniquement, non. Ce qu'il faut pour confirmer ce top, c'est une cassure des 171 $. Si on casse les 171 $, on change la dynamique. Hein, donc on aura un M-top comme ceci, ce qui indique le top. Et ensuite, les investisseurs, vous serez donc en position intéressante pour venir recharger plus bas. Et les niveaux, je vous les ai donnés. Si vous voulez recharger en short ou vous revendre du EGLD, maintenant la bonne zone, c'est le haut du range tout simplement, donc entre 240 et 258. Et si jamais une petite chasse au stop intéressante pour revendre en EGLD, ce serait plutôt entre du 250 $ et du 275 $ pour décharger un petit peu de EGLD. Et voilà quoi. Et si jamais résolution haussière et pas de chasse au stop, on continue plus haut, continuez de prendre profit sur la montée. Et si vous voulez recharger, c'est plutôt là-bas qu'il faudra le faire, comme ça a déjà été le cas plus bas ici lorsqu'on a eu le mouvement correctif ici. Voilà, j'espère que ce brief vous aura aidé, qu'il vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, on vient de dépasser les 70 000 abonnés, ça fait super plaisir, je vous remercie énormément. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoindre le Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, ne le faites pas via le Patreon maintenant, attendez absolument le 1er octobre. Et si vous voulez rejoindre l'école via les modalités crypto, donc en paiement crypto-monnaie, vous pouvez le faire maintenant, ça change rien du tout. Vous pouvez rejoindre le 29 septembre, pour un mois, vous aurez accès jusqu'au 29 octobre, bien évidemment. Juste en Patreon, va refacturer le premier, donc c'est pas intéressant pour vous, bien évidemment, de rejoindre via le Patreon. Donc attendez absolument le 1er octobre, je le répète à nouveau. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc, nous, demain midi pour un prochain brief. Bonne journée à tous, ciao ciao.